Moodle Moot a officiellement commencé et donc nous allons accueillir notre premier conférencier, François Jourde. Il a enseigné la philosophie. Il travaille aujourd'hui au bureau du secrétaire général des écoles européennes à Bruxelles, où il coordonne l'éducation numérique. Il est expert dans les groupes de travail de la Commission européenne sur l'éthique. Je n'ai plus de micro, si c'est bon? Ok. Sur l'éthique de l'IA et sur l'éducation à la durabilité. Il va nous présenter une conférence intitulée Concevoir pour apprendre vers une culture de design pédagogique collaboratif. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis content de vous retrouver des visages connus, des nouveaux visages. Donc voilà, donc j'ai enseigné la philosophie durant plus de 20 ans en France. Et puis maintenant, je suis basé en Belgique où je travaille, comme il a été dit à l'instant. Donc, concevoir pour apprendre, je suis très aligné avec ce que monsieur le baron a prononcé à l'instant. Alors, si on prend une métaphore culinaire, nous, les ingénieurs pédagogiques, les enseignants, les formateurs, les formatrices, les enseignantes, on est un peu comme un cuisinier. On va choisir les bons ingrédients, les meilleurs ingrédients. C'est toujours hyper contextualisé parce qu'on a toujours une palette d'ingrédients particulière. On a toujours un contexte d'apprentissage particulier, un public particulier. Donc, on va essayer de développer la meilleure expérience d'apprentissage et on va mettre en place en cuisine nos ingrédients d'apprentissage et on va mettre une couche d'expérience utilisateur à la fin et on va présenter ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça, si c'est bien fait, ça va produire des effets merveilleux d'adhésion. Et cette petite clip de Ratatouille me touche beaucoup parce que, outre le talent avec lequel c'est fait, le personnage qui est là à l'instant, là, celui qui a les lunettes, c'est un méchant dans le film. Mais c'est une approche très rousseauiste, ça veut dire l'homme est fondamentalement bon et capable de reconnaître ce qui est bon. Et même ce personnage méchant là qui goûte cette ratatouille, il ne peut pas empêcher une réaction d'appréciation. Donc le message un peu rousseauiste, c'est que si on fait bien notre travail d'ingénieur d'apprentissage, on va pouvoir toucher même les plus obtus parmi les apprenants et les apprenantes. Alors, on a un problème, évidemment, contre lequel le ministère français déploie beaucoup d'énergie, a bien compris ce problème-là. Mais le problème, c'est que trop souvent, nos systèmes éducatifs peuvent être considérés comme des expériences alors, nationales à grande échelle, mais pas suffisamment coordonnées, dans lesquelles il y a des enseignants, des formateurs, qui chaque jour, vraiment chaque jour, chaque heure, testent, découvrent des nouvelles techniques, innovent, et voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais ça n'est pas capitalisé, ça n'est pas assez centralisé. Donc on a besoin de pouvoir transformer ceci en connaissances communes, les communs. Le Wikipédia de l'éducation dont on parlait à l'instant. Et ça, c'est une solution. Et c'est vraiment vers quoi on comprend tous qu'il faut aller. Cette citation est une citation de Diana Lauryard, qui est une grande chercheuse en sciences d'éducation à l'University College de Londres. Et ce qui est très important, du coup, on parlait de Wikipédia de l'éducation à l'instant, c'est de la capacité, qui n'est pas du tout une capacité évidente, la capacité à documenter ce que l'on fait pour pouvoir transmettre nos recettes d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment, on le sait, c'est pas une compétence spontanée. Ça s'apprend. On a besoin d'outils pour pouvoir le faire, de support, de médiation. Et c'est un travail d'équipe. Évidemment, c'est un travail d'équipe. En cuisine d'abord, dans la conception, on doit s'y mettre à plusieurs et on coordonne nos efforts. Voilà pour les métaphores visuelles. Donc, le message, c'est évidemment la capacité à apprendre, et c'est vraiment une culture, un ethos professionnel, à apprendre à jouer collectif pour innover, pour tester, pour partager. Et ces trois éléments, innover, tester, partager, sont essentiels on va le voir dans un instant, vous comprenez déjà, à ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Non, ce n'est pas de l'ingénierie pédagogique. Et ce que développe le ministère avec notamment la couche du réseau des concepteurs dans Magistère est extrêmement vertueux, c'est ça qu'il faut faire, avec des licences ouvertes et des événements comme celui-ci. Et donc, pour se rappeler que les enseignants, je sais que le terme ingénieur est pas souvent, on parle d'ingénieur pédagogique, mais dans ma formation d'enseignant, on ne m'avait pas dit que j'étais un ingénieur pédagogique, mais je pense que je l'ai été et nous le sommes. Parce que les ingénieurs, fondamentalement, un ingénieur, c'est quelqu'un qui essaie de rendre le monde meilleur, d'améliorer les choses,
d'améliorer ce qui est existant. Et il essaie de le faire, non pas au petit bonheur, la chance, mais il essaie de le faire en utilisant des principes basés sur la recherche, enfin sur la meilleure recherche possible, pour améliorer ce travail-là. C'est encore une citation de Diana Lauria ici. Et comme les ingénieurs, ils vont tenir compte de façon itérative des retours d'expérience pour pouvoir repenser ce qu'ils ont fait, remettre sur le tapis à la lumière de ce qui se passe dans la pratique. Donc c'est vraiment des boucles spiralaires, en spirale, d'amélioration itérative. Et ça fait que voilà, nous sommes des ingénieurs concepteurs. Alors je l'ai traduit, la citation, je l'ai traduite de l'anglais. En anglais, c'est learning designers. C'est ça, hein, nous sommes des designers d'apprentissage. Mais l'anglais design, évidemment, a le double sens de dessin, de but, et de dessin au sens de plan, hein. Un peu plus riche en anglais peut-être que... Voilà, donc des ingénieurs concepteurs, fondamentalement, c'est ce que nous sommes. Alors, le learning design dont je parlais à l'instant, je fais une petite focus juste sur le terme parce qu'il est quand même très riche en anglais. Dans la recherche, learning design, je propose de distinguer, juste sur cette diapo-là, trois grands sens. Quand vous le rencontrez avec des majuscules, ça désigne plutôt le champ de recherche. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais du learning design. Ah oui, à l'université, je suis chercheur en learning design, donc je m'occupe de comprendre les mécanismes de la conception pédagogique. C'est aussi une activité de conception. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Attends, je suis en train de faire du learning design. Tu veux, viens avec moi. Faisons ensemble du learning design, concevons. Et puis, c'est aussi le résultat. Tiens, voici mon learning design. Voici ma conception pédagogique. Donc, c'est ces trois sens dans ce terme très riche. Alors, le problème, enfin non, pas le problème. Le fait est, rappelons-nous que learning design, oui, mais tout n'est pas designable. Tout n'est pas objet de conception. Tout n'est pas déterminable directement. On ne peut pas déterminer, produire directement tout, n'importe quoi. Et notamment, on ne peut pas produire, on ne peut pas designer directement l'activité d'apprentissage. Dans un instant, on va distinguer activité de tâche. Nous, ce qu'on design, c'est des tâches. On propose des tâches aux apprenants et aux apprenantes, mais ce que font les apprenants et les apprenantes, ce sont des activités. Les activités sont émergentes. On ne peut pas les designer directement. Donc l'activité d'apprentissage et ses résultats, les résultats d'apprentissage, ils sont escomptés, hein, mais ceux qui sont réels, ce qui est vraiment appris, ça, c'est pas, on peut pas le produire directement. Ça émerge, la notion d'émergence, hein, ici, qui signale qu'on a affaire à des causalités quand même très complexes. C'est pas designable. Alors ça, c'est pas designable, mais voyons ce qui est objet de design. L'activité, pas directement designable, mais en partie, on a dit tout à l'heure, on conçoit ce qui est pour l'apprentissage, ce qui est favorable à l'apprentissage. Donc, il y a des choses qu'on peut designer et il y a trois niveaux. Alors ici, la citation que j'ai traduite de l'anglais est une citation de Peter Goodyear, qui est un chercheur émérite, enfin émérite à la retraite, hein, de l'université de Sydney, qui est un monsieur important dans ces questions-là, dans la sphère anglo-saxonne, et qui nous rappelle que ce qui est designable relève de trois domaines, trois espaces, trois situations. On dit toujours que l'apprentissage est en situation, est situé. Il y a trois situations qui font l'objet de ce que nous, on peut designer. Il y a la situation physique et matérielle, la situation sociale, les groupements, et la situation épistémique, ça veut dire comment on échafaude, comment on étaye les tâches. Plutôt cognitive, une dimension cognitive de l'apprentissage. Et ça, c'est designable. Ça peut être conçu, ça peut être designable, ces éléments-là. Alors, Peter Goodyear propose un petit schéma que je vous montre ici en anglais, mais je l'ai en français dans la slide prochaine. Donc voici, mais ce qui est important dans ce schéma, donc, vous voyez les trois niveaux, les trois situations qui font l'objet de notre travail, qu'on soit avec du Moodle ou pas avec du Moodle, numérique ou pas numérique. On doit se préoccuper de la situation physique, les artefacts, comment la salle de classe est organisée, comment mon interface est conçue, par exemple, quelles sont les interactions possibles sur cette interface. On peut designer la situation, les groupes, comment je vais grouper mes apprenants et mes apprenantes, et puis comment je vais échafauder les tâches cognitives, hein, et les activités. Enfin, les tâches que je demande. Mais vous voyez que ce qui est important, c'est au centre, l'activité, c'est le terme activité, c'est pas le terme tâche, et c'est une dimension émergente qui on espère que ça va produire les résultats escomptés. Donc ça, c'est le petit schéma en anglais, mais je le passe vite. Alors, pour le simplifier, le voici. Et j'ai insisté ici en disant que au centre, l'activité,
l'activité, ce que font vraiment les apprenants, c'est un phénomène émergent. Alors, si on se concentre un petit peu sur les cadres et les ressources, la dimension du haut ici, euh, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle spatialité, j'ai envie de dire. C'est la spatialité du web, du numérique. Enfin, aujourd'hui, depuis quand même pas mal d'années. Mais beaucoup d'entre nous ont commencé, ont vu cela arriver. Et pour reprendre une petite conceptualisation du philosophe Michel Serres, qu'il a faite dans un livre qui s'appelait Omniscience, il nous rappelle que le numérique, ou plutôt le web, c'est un objet très particulier parce qu'en fait, c'est pas un objet. Ou c'est une nouvelle catégorie d'objets. Alors, objet, normalement, un objet, étymologiquement, c'est ce qui est objet, c'est ce qui est jeté devant nous. Donc, c'est ce qui fait face à un sujet. Donc, il y a une dimension d'extériorité. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un cours de philo, ça fait quand même 6 ans. Alors, nous sommes dans des dimensions de séparation entre le sujet et faisant face à quelque chose qui est jeté devant lui, un objet. Mais il y a, le web fait partie de cette classe d'objets que Michel Serres propose d'appeler des objets mondes. Pourquoi ce terme objet monde? Parce que ce sont des objets apparus avec la modernité technologique qui ont au moins une de leurs dimensions équivalente à une dimension du monde. Par exemple, une bombe nucléaire, dans ses effets de radiation, peut impacter presque une région, au moins une région. Donc c'est une dimension de type mondial, à l'échelle mondiale. Un satellite, par son observation, peut capturer presque tout un hémisphère. On a aussi là une région mondiale. Donc c'est des objets mondes. Le web, c'est pareil. Et même, c'est plus que ça. En fait, c'est pas tellement que ça réduit l'espace, c'est que ça annule l'espace. C'est une autre forme de spatialité. Et on dirait pas qu'une maison, on dirait pas qu'une maison, c'est un objet. C'est plutôt un milieu. Donc les objets mondes nous englobent. Et parce qu'ils nous englobent, parce que nous les habitons plutôt que nous leur faisons face, ils sont beaucoup, sinon pas maîtrisables. Ils sont beaucoup moins maîtrisables. En fait, ils sont pas maîtrisables. On perd la maîtrise. Donc l'objet monde sont des objets qui interrogent beaucoup notre maîtrise. Donc, est-ce qu'on peut designer ces objets-là? Jusqu'où on peut les designer? Et quand ils entrent dans notre design, évidemment avec Moodle, ils entrent dans notre design, puisqu'on a affaire à des espaces numériques connectés sur le web, on a affaire à des objets voilà, dont on n'a pas la maîtrise, on n'a pas du tout la maîtrise complète. On a affaire à des nouveaux espaces. Et Michel Serres, alors je ne suis pas mathématicien, j'ai essayé de comprendre, je comprends de façon très très grossière cette histoire-là, mais Michel Serres dit qu'on a quitté ici avec le web l'espace euclidien, celui qu'on apprend dans les lycées, mais là je regarde avec précaution mon ami professeur de mathématiques, mais on entre ici, donc c'est des espaces habituels, c'est des espaces où on est séparé par des distances physiques, des mètres. Dans l'espace numérique, Michel Serres dit qu'on a affaire à un espace qu'il appelle topologique, qu'on appelle topologique, un espace de voisinage où des choses très éloignées sont en fait très proches aussi. Donc il y a des proximités, et on sait bien que dans le web, la distance physique est littéralement annulée. Donc voici ces objets mondes qui rendent le design, la conception quand même très différente. Et puisque c'est tout le temps là, présent, on peut penser qu'on entre dans une ère post-numérique. Alors le post-numérique, quand j'étais enseignant, moi je parlais du post-moderne, maintenant on n'en parle plus vraiment, mais ce qui est une bonne chose. Parce qu'en fait, le terme post-numérique, comme post-moderne, c'est des termes qui montrent, c'est des termes de transition. C'est-à-dire, ça montre que ça a plus de sens de distinguer le numérique de ce qui n'est pas numérique. Post-numérique veut dire que c'est enchevêtré. C'est désormais tout à fait enchevêtré. Même si je fais cours à mes élèves de façon hyper déconnectée, eux-mêmes, mentalement, ils vont se dire « Ah, je ne prends pas de notes parce que je pourrais aller chercher sur Wikipédia ». Je veux dire, le numérique est là de toute façon, même s'il n'est pas utilisé au moment même où je fais cours. Donc, on ne peut pas le sortir de l'équation, hein. Donc, cette notion de post-numérique, il y a des revues d'études d'éducation, le Post-Digital Studies, qui travaillent cette question-là. Et qui fait que finalement, la question, on ne peut plus parler du numérique en tant que tel. Mais on peut garder votre travail, hein, c'est pas ce que je veux dire. Merci. Bien, donc voilà quelques remarques ici que j'ai posées sur la notion de cadre et ressources. Et puis maintenant, cette histoire d'émergence, d'activité émergence et de
Configuration, on a parlé d'écosystème, de co-conception, c'est vraiment le centre ici. De co-configuration, ça c'est fondamental. C'est fondamental, mais là ici, il s'agit de ce que font les étudiants. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier, je reviens un coup en arrière, l'activité émergente, c'est parce que même avant le numérique, j'installe bien ma salle de classe, j'ai disposé des chaises comme ceci, les tables comme cela, j'ai préparé des petits pointillés pour que mes élèves découpent bien le papier au bon endroit. Évidemment, ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout me chambouler, ils vont déplacer les tables, ils vont pas couper dans le bon sens, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Peut-être que c'est beaucoup mieux pour eux d'avoir cette chaise ici, parce que l'éclairage est meilleur, cette découpe de papier, parce que ça sera plus facile à coller dans leur support. Et en numérique, c'est pareil, ils vont introduire des artefacts, des dispositifs que je n'avais pas conçus, mais ça, c'est une très bonne chose. C'est non seulement inévitable, mais c'est en plus très, très souhaitable, parce que c'est une agentivité, c'est une capacité de prendre possession et d'être en autonomie. Donc, c'est l'agentivité des personnes apprenantes, cette customisation de nos designs, donc cette appropriation de nos conceptions est à la fois inévitable et très importante. Ça prend une forme variable, souvent inattendue. Donc, il faut savoir qu'on va avoir des surprises, forcément, et souvent invisibles. Donc, c'est important de faire des efforts aussi pour l'anticiper, pour le documenter. Hein. C'est souvent invisible, inaperçu par l'enseignant ou par l'enseignante. Et évidemment, ça va complexifier cette causalité. Hein. Je vais designer, je prépare mes situations physiques, mes situations épistémiques, mes situations sociales, mais cette causalité-là, qui est déjà assez complexe, va être encore plus complexifiée par ce que la customisation ou la co-configuration vont faire les apprenants et les apprenants. Donc, les phénomènes d'émergence sont encore renforcés par cette dimension-là, et il faut le savoir et essayer autant qu'on peut de l'intégrer dans nos designs pédagogiques, dans nos conceptions pédagogiques. Voilà. Et en préparant la conférence un petit peu la semaine dernière avec Paula, elle m'a dit, mais ce dont tu parles là, c'est la notion d'ouverture, ça je connaissais, ouverture, mais elle m'a donné une référence que je ne connaissais pas de Madame Gézégou, qui est une ingénieure pédagogique à Lille, l'Université de Lille, et qui définit très bien ce dont on parle ici à l'instant. Concevoir pour cette co-configuration, c'est concevoir pour l'ouverture. Et donc, je cite cette chercheuse qui définit ainsi l'ouverture en formation. Ça renvoie à un ensemble de dispositifs. Alors, flexible, forcément, sinon c'est pas ouvert, c'est fermé. Autonomisant, on en parlait à l'instant, hein, cette agentivité. Donc, des dispositifs flexibles et autonomisants. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on veut faire. Hein. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, évidemment, on capture une génération à l'école pour pouvoir l'en libérer, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse apprendre sans l'école. Hein. Les compétences d'apprentissage tout au long de la vie, la Commission européenne a fait des cadres de compétences à cet égard, hein, les 8 compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie. Mais il ne faut jamais oublier, quand on parle des compétences clés, c'est les compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie. Ça veut dire pour pouvoir se passer de l'école et de l'université. Donc, flexible et autonomisant, dont la principale propriété, parce qu'il y en a d'autres, mais la principale, c'est d'ouvrir l'apprenant à des libertés de choix. Il faut qu'il y ait des libertés de choix. On parle parfois de capacité. Donc, ce n'est pas seulement que j'ai le choix, mais j'ai aussi les ressources pour pouvoir exercer cette capacité de choix. Liberté de choix, afin que l'apprenante puisse exercer un contrôle. Donc, cette dimension de contrôle est très importante. Hein. Et donc, quand on va faire du learning design, c'est très important de se demander... Enfin, il y a des situations où, là aussi, on est flexible. Je fais une petite parenthèse. Il y a une panique légitime dans l'éducation, surtout scolaire et universitaire, pas tellement dans les cycles primaires, mais au secondaire, supérieur particulièrement, et à l'université. Il y a une panique sur l'évaluation des apprentissages en contexte d'IA générative, évidemment. Parce que la conception d'apprentissage, l'évaluation des apprentissages, c'est une inférence basée sur ce qu'on peut observer des apprentissages. Et quand l'IA générative peut produire des artefacts observables, évidemment, on se demande est-ce qu'on arrive à évaluer convenablement, avec validité. Et donc, on avait très probablement, les écoles, les lycées et les universités vont devoir avoir une approche à deux voies,
en ayant des situations d'hyper-contrôle, avec pas de le minimum de co-configuration par les étudiants et les apprenantes, quand on veut vraiment avoir une certification de certaines compétences fondamentales. Là, moi, pour l'instant, je ne vois pas d'autres possibilités que d'avoir des situations d'évaluation très contrôlées, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, mais de façon déconnectée ou avec des systèmes numériques très fermés, très contrôlés. Ça c'est une chose pour la certification, mais c'est deux voies. L'autre voie, ça sera des situations plus ouvertes, et j'ai envie de dire, dès que c'est pas contrôlé, dès que c'est pas du travail supervisé, vous êtes d'accord, c'est un peu question rhétorique, mais faut considérer que les étudiants, les étudiantes les apprenantes vont utiliser le numérique et très probablement vont utiliser l'IA générative. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose à ce moment-là de leur dire de faire des politiques, j'ai envie de dire, discursives. C'est-à-dire des politiques où simplement, un peu comme avec les tables de la loi, on arrive, on dit comme Moïse, voici les règles, voici la ligne, l'acceptable, l'inacceptable dans l'utilisation de l'IA, et vous allez me signer une déclaration de conformité avec mes règles, et je vous ferai confiance. Là, on ne peut pas garantir la validité de nos évaluations parce que ça dépend évidemment de la bonne volonté de nos étudiants et étudiantes. Ils ne sont pas tous méchants, ils ne sont pas tous mal intentionnés, mais il faut considérer qu'on ne peut pas garantir la validité, et d'ailleurs, ils ne vont pas tous comprendre la règle de la même manière. Donc, cette approche là ne suffit pas, et donc il va falloir, dans nos évaluations, je fais une parenthèse, vous comprenez, mais sur cette question de contrôle, il va falloir, dans nos évaluations, par design, intégrer des mécanismes de validité dans nos évaluations. Par exemple, des points d'étape oraux, où on va faire le bilan avec un étudiant, avec un élève, une élève ou une étudiante sur sa production. Enfin, il y a tout un travail de reconception de nos évaluations ici, quand elles ne sont pas en situation hyper contrôlée. Ça, c'est évident. Et il y a même des universitaires qui se demandent s'ils vont maintenir le mémoire de fin d'études tel qu'il est fait actuellement. Donc, et je dois dire que la situation actuelle, ce que fait l'IA générative à l'enseignement, au rapport au savoir, mais particulièrement à l'évaluation, est une très belle situation, je trouve, pour nous, qui nous intéressons à la conception pédagogique, parce que ça nous engage vraiment à remettre sur la table de façon très très forte nos conceptualisations, nos conceptions pédagogiques et d'évaluation. Et dans ce chemin-là, on retrouve de la très belle pédagogie, des très belles questions de pédagogie. Par exemple, est-ce que je dois évaluer seulement la destination, le produit final de l'apprentissage, l'artefact final? Si oui, comment? Ou est-ce que je ne dois pas aussi évaluer davantage, tout autant, peut-être même plus, le chemin, le parcours, le voyage? L'évaluation, vous reconnaissez ici l'évaluation formative, ce n'est pas un nouveau concept, mais c'est un concept qui a eu tendance parfois à être un peu oublié. C'est ce que nous dit le rapport récent, que j'en suis à la moitié là, de la lecture de ce rapport très intéressant de l'inspection générale sur l'IA dans l'éducation et l'administration, publié en mai par le ministère, et qui pose ces questions-là aussi. Et le cas d'usage de l'IA en éducation, publié par le ministère il y a quelques semaines, pose exactement les mêmes questions aussi. Donc voilà, donc il y a des situations, mais donc c'est important quand on n'est pas dans des situations d'évaluation certificative de laisser la place avec des degrés variables qui vont dépendre évidemment de vos objectifs d'apprentissage et de votre alignement pédagogique, à cette ouverture-là. Voilà. Et donc, c'est ce que Jézégou, enfin, c'est pas ce qu'elle appelle, mais avec elle, on se rappelle que il s'agit ici de ce qu'on nomme en français l'autodirection de l'apprenant. Bien. Alors, elle a juste, Paola m'a rappelé, m'a fait découvrir qu'elle a produit il y a quelques années, cette dame Jézégou, une petite interface web libre d'accès qui permet de tester en quelques minutes, en répondant à une petite série de questions, l'ouverture ou le degré d'ouverture de votre conception pédagogique. Donc, c'est une chouette petite plateforme que vous retrouverez sur, s'appelle Géode.
proposé par l'Université de Lille, que votre formation soit en présentiel, en distanciel ou hybride. Voilà. Et donc, je vous disais à l'instant, c'est une très belle chose, cette co-configuration, parce que c'est vraiment la capacité, c'est encore une citation de Goodyear, là ici que je traduis, la capacité à améliorer son environnement d'apprentissage, bah oui, c'est vraiment une compétence importante, essentielle en vérité, pour tous les apprenants tout au long de la vie. Hein. Le lifelong learning, l'apprentissage suppose cette capacité-là. Alors, ici, la prochaine citation, j'ai presque fini, je suis un tout petit peu en avance, j'ai le panneau mi-temps, mais je ne vais pas dépasser le temps. Il y a des phénomènes très intéressants avec l'IA générative aussi, là, qui se jouent. Alors, la panique, je disais tout à l'heure, enfin la panique, est-ce que c'est elle est pas, disons, elle a des raisons légitimes et elle nous pousse à interroger nos pratiques. Aussi, comment dirais-je, les apprenants, les apprenantes sont très loin d'être dans des situations irrespectueuses dans leur usage de l'IA générative. On commence à observer des pratiques assez vertueuses. Et ici, j'ai traduit une petite citation tout à fait récente d'une ingénieure pédagogique américaine qui s'appelle Hartman, qui a un blog très intéressant et qui nous dit que les apprenants, les apprenantes n'utilisent pas l'IA, enfin n'utilisent pas toujours l'IA, hein, pour éviter d'apprendre, donc court-circuiter l'apprentissage. Ça, évidemment, on a tous bien compris que l'IA générative perturbe non seulement nos évaluations, mais perturbe les apprentissages aussi quand il y a des phénomènes de... alors j'ai trouvé... c'est dans le rapport de l'inspection générale qui a un très bon terme pour désigner ça, dont j'ai pris note. Alors c'est la traduction un peu du cognitive offloading, de la décharge... il y avait un meilleur terme, je l'ai oublié, mais enfin de la décharge de l'effort d'apprentissage. No brain, no gain. S'il n'y a pas l'effort mental, il n'y a pas d'apprentissage. Et il y avait un très bon terme en français, bon, et je le retrouverai plus tard. En tout cas, les apprenants utilisent aussi les génératives pour créer eux-mêmes. C'est très intéressant. Donc là, on dépasse c'est la co-configuration presque aboutie, parce qu'on observe des phénomènes de création indépendante, d'expérience d'apprentissage. Et alors là, c'est un peu rugueuse la suite, mais parfois plus efficace que celle-là même que nous avons conçue pour eux. Alors, dans son petit billet de blog, Hardman utilise une petite statistique, alors qui n'a rien de scientifique, parce que l'échantillon, ils ne le disent même pas, donc c'est pas scientifique, mais ça donne une direction que OpenAI a publiée il y a quelques semaines sur leur blog. Ils ont observé un peu quelles sont les requêtes, les invites, les prompts les plus fréquemment utilisés par des étudiants et étudiantes américaines en période d'examen. Et ils ont mis... voici ce qui apparaît en haut de la liste. Il y en a une vingtaine qui sont répertoriées. J'ai mis une capture d'écran. Vous allez voir que les tout premières. Mais vous allez comprendre tout de suite. Voici les premières. Alors, l'image est petite. Alors, je mets mes lunettes. La première, le numéro 1, vous voyez mieux que moi, c'est « I want to learn by teaching ». Je veux apprendre en enseignant. Pose-moi des questions sur ce thème pour que je puisse pratiquer l'explication des concepts clés, que je puisse pratiquer l'explication des concepts clés. Et ça, on sait que cet exercice pédagogique, cette activité-là, John Hattie, dans son Visible Learning, John Hattie, c'est un chercheur néo-zélandais qui a fait, depuis pas mal d'années, un classement basé sur des méta-recherches des situations les plus favorables à l'apprentissage. Et cette situation-là, je n'ai plus le détail technique, mais c'est une des situations qu'il place en haut de l'échelle. Une des choses les plus... On le sait d'ailleurs, moi j'ai adoré enseigner parce que j'ai jamais aussi bien compris ma matière, la philosophie, qu'en enseignant. Et on sait que enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est une extraordinaire façon de mieux l'apprendre. Et OpenAI constate dans son enquête ça serait bien qu'il y ait de la recherche là-dessus qui soit faite, peut-être elle est en cours, que c'est c'est le prompt le plus utilisé qu'ils ont marqué. Et donc on a bien ici une situation où on a des étudiants et étudiantes qui s'emparent de l'IA générative pour faire quelque chose qui probablement n'était pas conçu, n'était pas fait dans la conception pédagogique initiale. Et le second prompt le plus utilisé, c'est « Explique-moi ce sujet
avec 3 niveaux différents de compréhension, depuis l'école élémentaire jusqu'à un niveau universitaire. Et ça aussi, le fait de faire varier, les degrés de complexité cognitive, ça aussi, c'est quelque chose qui serait heureux de... on parle de... c'est la différenciation, quoi, en fait. Hein. Et donc, c'est très intéressant de voir que les étudiants et étudiantes ont besoin de ça. Et le font. Et le dernier que j'ai mis ici en exemple, c'est alors, I want to pressure test. Donc, je veux mettre à l'épreuve, je veux mettre à l'épreuve ma thèse avant de continuer mon écriture. Propose-moi des points de vue opposés et des défauts dans mon approche. Alors ça, c'est le feedback. Voilà. Alors là, ici, c'est une capacité extraordinaire de l'IA générative. Et c'est pour ça, nous, tous les ministères en Europe et les agences d'éducation travaillent sur cette question-là, c'est proposer des tuteurs d'IA générative de confiance qui permettent de fournir des rétroactions immédiates aux élèves, aux apprenants, aux apprenantes, de nature formative, pour les permettre de s'améliorer indépendamment dans leur travail avant de soumettre le résultat à leur enseignant ou à leur enseignante. Voici. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et donc, j'en finis en rappelant, finalement, comme Monsieur Le Baron, ces mots-clés qui sont vraiment des mots-clés très importants de ces 3 jours pour vous, mais de votre travail au long cours, du travail du ministère au long cours, avec quand même cette extraordinaire initiative de pure ingénierie pédagogique, collaborative, qui est le réseau des concepteurs, comme couche supérieure, ou supérieure en tout cas comme couche sur magistère, avec des licences ouvertes, si importantes, que ce soit les Creative Commons ou le MIT, ou les licences d'État, et des événements qui sont le lieu même de l'ouverture, tel que Moodle Moot. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci.